Merci de nous rejoindre sur Radio Mali. Il est 13h à Bamako et partout au Mali. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, la grande édition de la mi-journée à la une de ce journal. La fête de Pâques ou la résurrection du Christ. À la veillée pascale hier soir, les chrétiens ont prié un peu partout au Mali pour la paix et l'union sacrée des Maliens. Reportage dès le début de ce journal avec Fademba Keïta et l'invité de ce 13h est Abbé Alexandre Denou, secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali. Le PDG de la CMDT sonne la fin de la campagne d'égrainage sur l'ensemble des filiales de la CMDT au titre de l'année 2021. Vous comprenez que nous parlons justement de coton, une campagne qui enregistre la production record, tenez-vous bien, de 777 000 tonnes de coton. Dr Nango Dambélé est en visite de terrain dans la filiale centre de Fana et Soumaïla Berté est notre envoyé spécial. À suivre l'actualité internationale dans la deuxième partie de cette édition. Et le journal des sports, ce sera avec vous, Famurou Diorté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel sera le menu de cette actualité des sports? Au menu de la page sport, il y aura du football, beaucoup de football. La 19e journée du championnat national de Ligue 1 rend son verdict ce soir, ainsi que la Ligue 1 féminine qui est à sa première journée. Les quarts de finale des compétitions interclubs de la CAF, on en parle. On va faire un tour également au Gabon où a eu lieu l'élection du nouveau président de la FEGAFOOT et on terminera en beauté avec le reste des nouvelles sportives en bref. L'actualité des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes avec Famurou Diorté. Et puis Focus Santé porte ce dimanche sur la carence nutritionnelle. Rendez-vous en fin de journal avec Barakissa Ouattara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, encore une fois bonjour et bienvenue. Chrétiens, oui, les chrétiens célèbrent ce dimanche Pâques ou la résurrection du Christ à la cathédrale de Bamako. La veillée pascale a été marquée par l'accueil du cierge pascal qui symbolise la lumière du Christ ressuscité, l'adhésion à la communauté des nouveaux baptisés, des prières pour les chrétiens et pour le pays, des chants de louanges. Fademba Keïta était sur place hier soir pour 13h dimanche, son reportage. Après un silence et un temps de recueillement, le diacre annonce aux guetteurs qui veillent pour accueillir la lumière de la résurrection de Jésus-Christ, résurrection qui intervient 3 jours après sa crucifixion. Simon Logem, diacre. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que des hommes s'étaient devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. La communauté s'élève pour accueillir la lumière du Christ, symbolisée par le 16 pascal, flamme qui illuminera désormais le monde jadis plongé dans les ténèbres. La veille pascale ou de prière, d'imploration du Seigneur inaugure alors la célébration liturgique de la fête de Pâques. Au cours de cette liturgie, 7 catéchumènes adultes sont baptisés et un reçoit sa première communion. Les nouveaux frères et sœurs en Christ accueilleront en eux la vie nouvelle, mais en renonçant à Satan. Les chrétiens catholiques doivent donc être les fils d'Abraham, des messagers, des miséricordieux comme Jésus qu'ils acclament avec joie ce jour. Jean-Cardinal Zerbo, archevêque de Bamako. En tant que chrétien, je voudrais donc vous inviter à mieux comprendre les événements, tous ces événements, à la lumière de la fête de Pâques, à la lumière des récits sur la vie du Messie, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, son ascension glorieuse, en attendant son retour dans la gloire. Andara Balbabali de Kama, nous sommes été créés pour la vie éternelle heureuse. Qu'aille le Seigneur affermir notre foi. Nous allons accueillir des catéchumènes
hommes et femmes, qui vont recevoir le baptême. On a parlé d'un d'entre eux qui va recevoir l'Eucharistie. Depuis plusieurs années, la résurrection du Christ est célébrée dans un pays plongé dans des crises multidimensionnelles. Le cardinal invite les fidèles à méditer pour une paix durable, la cohésion et la fraternité entre les ethnies. Jean-Cardinal Zerbo, archevêque de Bamako. Dès ces temps de carême et de ramadan, marqués par des signes forts de notre foi, de notre amour de Dieu, notre espérance, c'est-à-dire le jeûne, la prière, le partage, les démarches de pardon et de réconciliation, donc le pardon, acte de miséricorde par excellence. Oui, nous le vivons depuis plusieurs années dans un monde marqué par des conflits fratricides. Nous en savons quelque chose chez nous, dans les pays voisins. Nous savons aussi ce qui se passe à travers le monde, en Russie, à l'Ukraine et bien dans d'autres pays. C'est l'occasion pour nous donc d'importer la miséricorde de Dieu pour tous les morts, les victimes de ces conflits, pour les blessés de guerre, des attaques criminelles, pour les veuves et les orphelins et les personnes âgées sans soutien. Prions avec ferveur pour la levée des sanctions qui ne font que rendre la situation encore plus difficile dans notre pays. Pour mémoire, Pâques sans S ou Pessa en hébreu est une fête juive qui commémore l'exode du peuple juif libéré de l'esclavage par Moïse en traversant la mer Rouge. Quant à la Pâque chrétienne avec S, elle commémore la résurrection de Jésus de Nazareth crucifié. Les couleurs blanches et dorées symbolisent la fête et évoquent la lumière. Bonne fête de Pâques. Un reportage signé Fadeba Keita à la veillée pascale, c'était donc hier soir un des moments importants de cette fête de Pâques. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali, abbé Alexandre Denou. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, rappelez-nous le sens de Pâques. La fête de Pâques signifie en fait passage de la mort à la vie. Et ce passage de la mort à la vie s'est réalisé de manière éclatante dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la fête de Pâques est la célébration de la mort et de la résurrection du Christ le jour de Pâques. Voilà en fait de manière résumée ce que signifie Pâques. Et sous quel signe célébrez-vous cette fête au Mali cette année? Cette année, au niveau de notre pays, d'abord je voudrais rappeler que au début du carême, les évêques avaient demandé à la communauté catholique de prier pour la rédemption du pays. Et donc, pendant 40 jours, nous avons prié et jeûné, nous avons fait nos œuvres de miséricorde dans le sens de la rédemption du pays. Et donc, la fête de Pâques que nous sommes en train de célébrer est donc placée dans la même ligne sous les signes du grand matin. Le grand matin qui, en fait, symbolise un nouveau jour, un nouveau départ, dans le sens où on veut vraiment que par nos prières et nos efforts, le Seigneur puisse vraiment faire advenir le renouveau tant attendu pour notre pays, la refondation de notre pays, et que le Mali-Croix et le Mali-Dinkroix, que nous appelons de tous nos voeux, que nous puissions voir le jour d'avènement vraiment de ce Mali-Croix. Hier soir, nous l'avons dit, c'était la veillée pascale. Quelle est sa symbolique et qu'avez-vous fait concrètement hier soir? Alors, la symbolique de la veillée pascale, en fait, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres du monde. Et c'est pourquoi la veillée pascale commence par le rite de la lumière.
on allume un grand feu et autour de ce feu commence la célébration. Et donc la célébration de la veillée de Pâques se déroule en fait autour de 4 choses. La première, c'est justement cette cérémonie de la lumière où nous symbolisons le Christ qui est lumière du monde, qui surgit du tombeau et qui éclaire le monde. Et cette cérémonie s'achève avec l'exultète, qui est vraiment l'annonce de Pâques, qui est l'acclamation du Christ ressuscité, lumière dans notre monde. Le deuxième temps a consisté à écouter les grands événements de la vie du peuple d'Israël. Tout ce que Dieu a fait comme merveille, comme puissance dans la vie du peuple d'Israël et dans la vie de l'humanité, nous avons écouté, nous sommes rappelés tous ces événements. La troisième chose a été les baptêmes. Hier, dans toutes les églises, il y a eu de nouveaux chrétiens, donc qui ont été intégrés à la communauté chrétienne catholique. Et le quatrième temps plutôt, c'était l'action de grâce. Voilà. Rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles à travers le monde. Et très bien, une dernière question. Avez-vous un message particulier à lancer aujourd'hui à tous les Maliens? Le message que j'ai à lancer à tous les Maliens, c'est un message d'union sacrée entre nous. Union sacrée autour vraiment des autorités de la transition. Nous voyons ce que nos autorités sont en train de faire et nous voyons qu'il y a vraiment un avancement. Donc vraiment nous appelons les uns et les autres à s'unir et à s'unir autour de ces autorités-là pour que au moins cette transition puisse être la dernière et la bonne. Et donc la deuxième chose, c'est appeler les Maliens à la résilience. La situation est difficile. Depuis déjà des années, nous sommes dans une situation difficile et encore avec l'embargo que nous vivons, nous avons besoin de résilience. Mais on ne fait pas la résilience seule, c'est ensemble avec les autres qu'on peut tenir dans les difficultés. Et c'est pourquoi vraiment j'invite les uns et les autres non seulement à se donner la main et à tenir, à s'épauler dans la fraternité, dans l'union, dans le pardon et effectivement dans la solidarité. Abbé, oui. Je voudrais aussi vraiment féliciter vraiment nos forces de défense et de sécurité, puisque la montée en puissance de notre armée est visible sur le terrain. Donc ça, ce sont des choses qui sont là et qui doivent nous encourager et qui doivent faire que nous-mêmes, nous devons vraiment nous engager pour que, effectivement, le Mali que nous voulons puisse voir le jour. Voilà. Et donc, je souhaite bon temps de Ramadan à nos frères musulmans qui sont aussi en temps de carême. Nous, on a fini, mais eux, ils continuent. Nous leur souhaitons bon temps de Ramadan, que les prières, les jeûnes et toutes les activités de miséricorde, de charité qui seront réalisées puissent aider le Mali à sortir de cette situation. Amen. Merci et bonne fête à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Bonne fête également à vous, Abbé Alexandre Adenou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali. Je vous remercie. Merci. Également dans l'actualité au Mali, la visite de terrain du PDG de la CMDT, Dr Nango Dambélé, était ce samedi dans la filiale centre de Fana, précisément à l'usine Ouelessebougou. Sur place, il a sonné la fin de la campagne d'égrenage sur l'ensemble des filiales
de la CMDT au titre de l'année 2021. Une campagne qui enregistre la production record de 777 000 tonnes de coton. Le point avec nos envoyés spéciaux Soumaïla Berté et Aliou Touré. Après plus de 6 mois d'intenses activités, la campagne d'égrainage du coton arrive à son terme dans l'ensemble de la zone CMDT. Le premier responsable de la structure a déclaré officiellement la fin de cette campagne en réceptionnant la dernière balle à l'usine de Woulessebougou, filiale centre. Dr Nangou Dameli, PDG de la CMDT. C'est une campagne extraordinaire à tous les niveaux. Production, rendement, production coton-graine, cadence d'égrainage et nous l'espérons souper, capacité d'exportation accrue avec l'ouverture des nouveaux corridors pour nous permettre de bénéficier des retombées financières de cette très bonne campagne. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le président de la transition qui n'a ménagé aucun effort et c'est grâce à sa détermination personnelle que nous avons ces résultats aujourd'hui. Deuxièmement, il faut remercier l'accompagnement du gouvernement de la transition qui a maintenu la subvention à 11 000 francs de sac et qui a augmenté le prix d'achat de 30 francs pour le ramener de 250 à 280. J'ai dit bravo au gouvernement malien qui a su comprendre l'enjeu de la relance de la filière coton pour son effet d'entraînement sur l'économie générale du pays. La campagne cotonnière 2021 est celle de la performance jamais égalée au niveau de la CMDT. 777 000 tonnes enregistrées. Moussa Yatara, directeur technique industriel de la CMDT. Exceptionnel par rapport d'abord au niveau de production record qui est établi aujourd'hui à 777 063 tonnes. Exceptionnel aussi parce qu'avec des cadences d'égrainage jamais égalées, avec des pointes de 6 000 tonnes et des moyennes de l'ordre de 5 000 tonnes par jour. Exceptionnel encore une fois à cause des résultats de la qualité du coton obtenu à l'issue de l'égrainage, soit 88% de longue soie et 78,91% de grade de tête. La campagne 2021 terminée, les regards se tournent désormais vers celle de 2022. Là, les défis sont plus grands car il s'agit de garder les caps. À cela s'ajoute un contexte économique international difficile. Dr Nangou Dameli, PDG de la CMDT. Les perspectives pour la nouvelle campagne agricole, nous nous sommes fixés un objectif très modeste, 780 000 tonnes. Nous sommes aujourd'hui attelés à assurer l'approvisionnement correct en engrais. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette question. Je dois rassurer les uns et les autres. Ça fait 3 mois que la CMDT est attelée sur cette question avec le GIE. Je crois que le gouvernement a pris l'enjeu qui est en train de se jouer concernant le cas des intrants et nous sommes confiants, optimistes que dans les jours à venir, les choses devraient pouvoir s'améliorer dans le sens que nous voulons. Le PDG de la CMDT de rappeler cette autre source de motivation pour les cotonculteurs de faire encore plus. C'est l'augmentation du prix d'achat du coton à 285 francs CFA contre 280 francs CFA lors de cette campagne qui s'achève. Bougouni, Soumaïla Berté, Aliou Touré pour l'ORTM. Et nous ouvrons une large page de l'actualité internationale dans ce 13h dimanche et direction le Burkina Faso qui lance une vaste opération de recrutement de soldats. Le but est de renforcer l'effectif de l'armée nationale afin qu'elle puisse faire face aux groupes armés terroristes. On en parle d'abord avec vous, Bourama Traoré, en direct dans ce studio. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, 3000 soldats doivent être recrutés dans le cadre de cette opération qui se déroulera du 4 au 31 mai 2022. C'est un recrutement d'urgence sur fond d'attaques terroristes qui continue d'ennuyer le Burkina Faso. Cette opération qui était prévue pour le mois de juin est finalement ramenée pour le début du mois de mai. Le nouveau recrutement, vous l'avez dit, concerne 3000 soldats de rang. En plus du contingent normal de 2000 militaires, un millier de soldats seront recrutés à titre exceptionnel selon le ministre burkinabé de la Défense. Et de préciser que les sélections se feront dans chaque chef-lieu des 13 régions administratives du pays. Le but de l'opération est de renforcer l'effectif des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les groupes terroristes. Selon une source sécuritaire, les nouveaux combattants apporteront du souffle à ceux qui sont sur le front et occuperont d'autres postes. Depuis 2015, les militaires du Burkina Faso font l'objet d'attaques terroristes. La plus sanglante à ce jour a visé en novembre 2021 un détachement de gendarmerie à Inata dans le nord, faisant 53 morts. C'est pour arrêter cet hécantome que ce nouveau recrutement a été lancé. Une initiative qui vient consolider celle déjà prise il y a quelques semaines par le président de la transition Paul-Henri Sandaogo Dabiba, celle de rappeler les sous-officiers et militaires du rang admis à la retraite ces 3 dernières années pour les besoins de la nation selon les termes officiels. Ces différentes initiatives vont-elles avoir raison de cette guerre asymétrique? On en saura davantage
dans les jours à venir. Merci Bourama Traoré pour toutes ces explications. Washington vient d'autoriser une vente importante d'équipements militaires au Nigeria, un pays confronté depuis des années à une insurrection terroriste dans le nord. Le Congrès américain avait retardé cette vente en raison d'inquiétudes concernant les engagements d'Abuja à protéger les civils dans les zones où sévissent les groupes armés. Fouzeni Tongara, bonjour. Alors, cette vente se concrétise après des années de tractation. Effectivement, d'abord, la valeur de cette vente avoisine $1 milliard. Une fois finalisée, Washington va fournir à Abuja 12 hélicoptères d'attaque AHZ Viper, mais aussi des systèmes de guidage et de vision nocturne, de l'armement ainsi qu'un package de formation pour les pilotes nigérians. Il s'agit, selon les autorités américaines, de mieux équiper le Nigeria pour promouvoir la stabilité régionale et renforcer l'interopérabilité avec les États-Unis et les autres partenaires occidentaux. En clair, Washington soutient la lutte menée par le Nigeria contre les groupes armés djihadistes. Vous l'avez dit tout à l'heure, Ibrahim Traoré, le Congrès américain avait retardé cette vente en raison d'inquiétudes concernant les engagements d'Abuja à protéger les civils dans les zones où sévissent les groupes armés. Sur cet aspect, le Nigeria a pu convaincre Washington et s'est engagé à mieux protéger les populations civiles dans les zones troublées. Washington normalise ainsi sa politique de fourniture d'armes aux géants ouest-africains. Une décision qui intervient des années après la présidence de Barack Obama, durant laquelle plusieurs contrats avaient été gelés. Merci. Merci beaucoup, Fousseini Tunkara. Et la Tunisie dans l'actualité avec un navire marchand transportant 750 000 tonnes de gazole qui coule au large de la ville de Gabès dans le centre du pays. Et c'est avec Noumoum Sissoko que nous allons en parler. Bonjour Noumoum Sissoko. Alors ce navire battant pavillon de Guinée équatoriale transitant par l'Égypte à destination de Malte était en difficulté depuis vendredi soir en Méditerranée. Face à des conditions météorologiques très difficiles, le cargo avait obtenu l'autorisation de se rapprocher des côtes tunisiennes alors qu'il se trouvait à 7 km du golfe de Gabès, dans le sud-est du pays. Le pétrolier a commencé à prendre l'eau. Celle-ci s'est infiltrée dans la salle des machines, montant jusqu'à près de 2 mètres de hauteur, selon un communiqué du ministère tunisien de l'Environnement. L'urgence a alors été de secourir l'équipage. Les inquiétudes des autorités se concentrent à présent sur la cargaison du navire. Pas moins de 750 tonnes de gazole menacent désormais de se déverser dans les eaux tunisiennes. Ce navire battant pavillon de Guinée équatoriale et ses autorités tunisiennes, les autorités tunisiennes redoutent désormais une marée noire surtout. Face à une possible marée noire, les autorités tunisiennes disent tout mettre en œuvre pour éviter une catastrophe écologique. Des plongeurs vont inspecter les coques du navire et des barrières devraient être mises en place pour endiguer une possible propagation du carburant dans les eaux tunisiennes. Pour l'instant, les fuites sont minimes, a expliqué Leila Chakoui, la ministre de l'Environnement. La situation est sous contrôle, nous sommes en mesure de juguler ceux de la menace, mais on va voir l'évolution de la situation dans les heures à venir. Si nous avons besoin de soutien, nous ferons alors appel à l'aide internationale. Samedi, les opérations de pompage ont dû être arrêtées à cause du mauvais temps. De quoi inquiéter certains. Ibrahim Traoré, cet incident intervient dans une région déjà extrêmement polluée, concentrant des industries pétrolières et des usines de transformation de phosphate. Merci beaucoup, Noumoum Sissoko. Et le reste de l'actualité internationale en plus bref, d'abord avec l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique qui démissionne. David Satterfield est en tournée d'adieu ce week-end à Addis Abeba. C'est une surprise car le diplomate avait été nommé très récemment en janvier 2022 alors que les négociations pour mettre fin à la guerre civile qui crée ne donnent pas de résultats. Cette démission symbolise l'échec des États-Unis en Éthiopie selon plusieurs observateurs. En République démocratique du Congo, l'opposant Adolphe Muzito, l'un des leaders de la coalition Lamuka, fait
à savoir qu'à son tour, il entend boycotter les débats de la semaine prochaine, comme le FCC approche de l'ancien président Kabila. Avant lui, il demande que le sujet soit débattu lors d'un dialogue hors de l'Assemblée nationale, une option que le président de l'Assemblée a déjà écartée, dont ne veut pas non plus la DIPRO, branche du FCC qui siège à la commission électorale. En Afrique du Sud, 395 personnes ont perdu la vie dans les inondations du début de semaine. C'est le dernier bilan officiel publié ce dimanche. Et ce drame s'est produit principalement dans la municipalité de Durban. Des records de précipitations ont été enregistrés. Le président Cyril Ramaphosa a comparé ces événements au cyclone qui frappe d'habitude le Mozambique voisin. Durban a déjà connu plusieurs inondations mortelles comme en avril 2019 avec 85 morts. La Corée du Nord a de nouveau tiré des missiles ce samedi, un test qui avait pour objectif d'essayer un nouveau système d'armement. Ce énième essai d'une longue série depuis le début de l'année devrait permettre d'augmenter l'efficacité du fonctionnement des armes nucléaires tactiques. Selon les médias d'État, ces tirs effectués en présence de Kim Jong-un interviennent à un moment clé alors que les experts s'attendent à une reprise prochaine des essais nucléaires. C'est donc tout ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale. Les sports dans quelques instants. Les sports, oui, le journal des sports, c'est avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. D'abord du foot avec la 19e journée du championnat national de Ligue 1 qui prend fin cet après-midi avec 2 matchs. Oui, les 2 matchs se jouent au stade Modibo Keïta. Le premier opposera l'association sportive olympique de Misra, dernière au classement avec 12 points, et l'Astral de Bamako, 20 points, 15e et premier relégable. Malgré cette mauvaise position des Scorpions, il reste quand même sur 2 victoires consécutives en championnat contre le Stade malien de Bamako et Afrique Football Elite et une qualification en demi-finale de la Coupe du Mali aux dépens de son adversaire du jour, la Somme. L'Ice Black Star de Badalabougou et l'Union sportive du Cercle d'Ekita en découdront dans le second match du jour. Hier, le Stade malien de Bamako et El Seba ont gagné en déplacement. Les Blancs de Bamako ont battu l'AS Douane de Sikasso 3-0 et El Seba s'est imposé 4-1 devant le CS Dougoulovla. L'AS Bakaridia a été tenu en échec 0-0 par l'US Bougouba. Le COB et les 11 créateurs ont fait également match nul 0-0. Le match USFAS Djoulibassé n'a pas eu lieu. Selon nos informations, les supporters n'ont pas respecté le huis clos infligé à l'USFAS par la FEMAFOOT et les arbitres ont décidé de ne pas diriger le match. Affaire donc à suivre. Ligue 1, toujours cette fois-ci chez les dames. Ligue 1 2021-2022 qui a démarré hier samedi avec 3 rencontres. Oui, l'AS Real de Bamako a battu 2-0 l'AS Momo de Sikasso. L'AS Mandin de la commune 4 du district de Bamako a été sans pitié de Sabali FC à Kita, a battu 12-0. Les Amazones de la commune 5 de Bamako se sont imposés 3-0 devant le FC Santoro. Cette journée inaugurale prend fin ce dimanche avec 3 affiches également. Les Super Lions de Hamdalaï reçoivent les Tigresses de Bougouni sur le terrain de l'USFAS. Accueillis au stade Abdoulaye Makoro Sissoko, les Tigresses de la localité accueillent l'USFAS. À Mopti, au stade Barima Bokoum, Badien FC joue contre l'AS Police. L'AS Saramaya de Kati et le FC Tamba de Ségou sont exemptés de cette journée. Je rappelle que 14 clubs prennent part au championnat national de première division féminine cette saison. Une première au Mali. Ils sont répartis en 2 poules de 7. Et les matchs allez, cette fois-ci, nous sommes hors du Mali. Les matchs allés des quarts de finale des compétitions interclubs de la CAF sont à l'honneur ce week-end. Oui, les 4 quarts de finale allés de la Coupe de la Confédération de la CAF se jouent ce dimanche. Simba de la Tanzanie joue contre Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Al-Masri d'Égypte reçoit la Renaissance sportive Berkane du Maroc. Le duel 100% libyen opposera Al-Ittihad et Al-Ali Tripoli. Et Pyramids d'Égypte accueille le tout-puissant Mazembe de la RDC.
En Ligue des Champions, après le match nul 0-0 entre l'Entente sportive sétifienne et l'Espérance de Tunis vendredi, les 3 autres quarts de finale allaient être au programme ce samedi. Dans le choc de ce tour, Al Ahly d'Égypte s'est imposé d'une courte tête face au Raja Casablanca au Caire 2-1. Mais la victoire du double tenant du titre fait polémique suite à un penalty litigieux. Le Wydad Casablanca a pris une option sur la qualification en allant s'imposer en Algérie sur le score sur le terrain du CERS Belouizdad 1-0. A noter enfin la défaite surprise de Mamelodi Sundowns 2-1 en Angola sur le terrain de Petro Atlético. Les matchs retour de ces quarts de finale sont prévus pour le week-end prochain. Et ce nom à retenir, Pierre-Alain Mungengi, qui a été réélu président de la Fédération gabonaise de football, et c'est sur fond de polémique juridique. Oui, en poste depuis 2014, Pierre-Alain Mungengi a été réélu à la présidence de la FEGAFOOT ce samedi à Lambaréné. Malgré un bilan critiquable et critiqué, le président sortant a battu son principal challenger Jérôme Efong Zolo avec 18 voix, 54% contre 36%. Mais dans la semaine, l'ancien arbitre international avait été nommé inspecteur général des services du ministère de la Jeunesse et des Sports en Conseil des ministres. Une promotion considérée comme une mise au placard et refusée dans la foulée par l'intéressé. Cette nomination est en contradiction avec les dispositions statutaires qui régissent les agents publics de l'État, arguait Pierre-Alain, 64 ans, en vertu du principe de limite d'âge fixé à 65 ans pour ce type de fonction. Dans un courrier du vendredi 15 avril, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema, recadrait juridiquement le boss de la FEGAFOOT, non sans risquer l'accusation d'ingérence. La nomination en Conseil des ministres révèle de la compétence exclusive du président de la République. Par conséquent, je vous exhorte à adresser votre lettre de refus considérée non pas au ministre des Sports, mais à l'autorité compétente citée ci-dessus. Nous comprenons là Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État auquel Mungengi, sitôt réélu, a exprimé toute sa gratitude. Mais plutôt que le tapis rouge Ibrahima Traoré, c'est un tapis vert qui pourrait prochainement être déroulé sous les pas du président réélu. Affaire à suivre alors. Et l'on termine cette actualité des sports avec quelques nouvelles en plus bref. Oui, on commence en Ligue 1 française. Le PSG reçoit l'OM ce soir dans le choc de la 32e journée. Paris et Marseille vont s'affronter pour la 85e fois en Ligue 1 pour un bilan parfaitement équilibré de 32 victoires partout, 20 nuls. Néanmoins, le PSG n'a perdu qu'un seul de ses 19 derniers matchs contre l'OM dans l'élite. 14 victoires, 4 nuls. En Espagne, le Real Madrid se déplace à Séville ce dimanche soir pour le compte de la 32e journée de la Liga. La volonté de poursuivre son parcours dans la course au titre. En Angleterre, Liverpool a remporté la première demi-finale de la Cup contre Manchester City, 3-2, c'était hier. La seconde demi-finale oppose cet après-midi Chelsea et Crystal Palace. Basketball Playoff NBA, pour leur entrée en lice, les Philadelphia Sixers et les Golden State Warriors n'ont pas tremblé cette nuit pour remporter leur premier match à domicile contre respectivement les Toronto Raptors 131-111 et les Denver Nuggets 123-107. En tennis, pour la première fois de sa carrière, Alejandro Davidovich Fokina disputera une finale sur le circuit ATP à l'occasion du Master 1000 de Monte-Carlo. L'Espagnol a pour cela pris le meilleur sur Grigor Dimitrov et affrontera le tenant du titre Stefanos Tsitsipas pour le titre. Et enfin, handball en amical. Après la lourde défaite concédée jeudi, l'Espagne a pris sa revanche sur les Bleus à l'occasion d'une deuxième rencontre disputée à Chambéry 31-32. Merci beaucoup Famuru Djourté, c'était le journal des sports, donc signé Famuru Djourté, merci. Focus Santé. Focus Santé qui porte ce dimanche sur la carence nutritionnelle. Elle ne désigne pas seulement une alimentation de faible quantité, mais aussi de faible qualité et diversité. La carence nutritionnelle signifie donc un apport insuffisant de nutriments pour que le corps soit en bonne santé. Comment éviter une carence nutritionnelle? Réponse dans la chronique santé signée Baraki Sawatara.
On parle de carence nutritionnelle lorsque notre organisme ne reçoit pas tous les nutriments et micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et sels minéraux nécessaires à son bon fonctionnement. Cela peut se produire lorsque ces éléments sont absents de notre alimentation ou bien que notre corps présente certaines difficultés à les absorber ou à les assimiler. Dr Fatoumata Konaté, médecin nutritionniste. Nous pouvons avoir des carences en macronutriments ou des carences en micronutriments. Donc généralement les carences en macronutriments, on les appelle le plus souvent la malnutrition. Donc il peut être une carence par exemple en glucides, une carence en protéines ou une carence en lipides. Donc généralement quand une personne est malnutrie sur le plan physique, on peut le savoir à travers la mesure du poids ou de la taille et donc avec l'amaigrissement, avec souvent les cheveux roux cassant, souvent aussi avec les signes de pâleur, on peut savoir si la personne est anémique. Quant aux carences de type micronutriments, elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut des examens cliniques ou biologiques pour les détecter. Parmi les carences les plus courantes au Mali, on peut citer les carences en fer, en vitamine D, en calcium. Les symptômes d'une carence alimentaire varient selon le nutriment manquant. Ici, sur le plan micronutriments, c'est surtout la carence en fer qui est beaucoup plus fréquent chez les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes allaitantes, mais aussi les enfants de moins de 5 ans. Donc généralement, ce type de carence, on le retrouve beaucoup au Mali. Et on parle d'anémie. Il faut le dire qu'il y a beaucoup aussi d'autres types d'anémie, mais d'anémie par carence en fer est beaucoup plus répandue au Mali. Et nous pouvons aussi avoir les carences en vitamines, comme la vitamine A, ou les carences en iode aussi, qui fait partie des carences où nous pouvons retrouver au sein de la population. Parmi les principaux facteurs liés à la carence nutritionnelle, on peut citer en première ligne une alimentation non équilibrée. Par exemple, sur le plan alimentaire, nous voyons que le plus souvent, nous avons une alimentation monotone, en fait, une alimentation qui ne contient pas tous les micronutriments. Nous devons savoir que tous les nutriments que le corps a besoin ne se trouvent pas dans un seul aliment. Donc, le fait d'avoir une alimentation faiblement diversifiée est une des causes qui fait qu'on a des carences en tel ou tel microbe. Deuxième chose aussi, c'est les habitudes alimentaires. Donc, ce n'est pas souvent que la personne en manque d'argent, mais le fait d'être habitué à manger tel ou tel repas, ça fait aussi qu'il y a un certain nombre de carences qui peuvent s'installer. Un autre facteur très important, c'est la consommation abusive du thé. Pour qui connaît notre pays, elle contribue à la non-absorption des micronutriments. On est dans le Sahel, le thé est vraiment une infusion prisée. Donc, la manière de prendre le thé est importante dans notre alimentation. Nous ne déconseillons pas le thé, mais nous disons que quand nous prenons le thé, nous devons le prendre à une certaine heure différente de l'alimentation. Par exemple, je vais m'expliquer que quand on finit de manger le repas, on doit prendre au moins 30 à 20 minutes avant de prendre du thé. Parce que le thé il contient une substance qu'on appelle le tannin qui peut empêcher l'absorption du fer. On retient donc que la carence nutritionnelle est l'une des principales causes de l'apparition de certains troubles ou maladies. En termes de maladies, on peut parler, comme je l'ai dit, des types de malnutrition que les gens connaissent, par exemple la malnutrition aiguë. On peut aussi avoir, comme je l'ai dit, les carences comme l'anémie qui peut survenir, comme la vitaminose A, donc le fait de ne pas avoir la vitamine A. On peut avoir aussi une cécité crépusculaire. On peut même avoir le goitre, une maladie qui est due à une carence en iode. Donc si l'iode manque dans les aliments, ça favorise le développement de la maladie qu'on appelle les troubles dus à la carence en iode. La meilleure manière d'éviter les carences nutritionnelles est d'adopter une alimentation saine, équilibrée et variée. Dr Fatoumata Konaté, médecin nutritionniste. Nous conseillons d'avoir au moins des repas équilibrés, au moins d'avoir les 3 repas. Donc au moins qu'on ait un petit déjeuner où on peut retrouver tout ce qui a un besoin en glucides, en protéines et en lipides, mais aussi qui est aussi riche en vitamines et en sels minéraux. Et les vitamines et sels minéraux, généralement, nous les retrouvons dans les fruits et dans les légumes. Donc nous constatons que beaucoup de ménages consomment beaucoup plus peut-être des aliments énergétiques, mais pas des aliments nutritifs. En somme, il ne s'agit pas de manger beaucoup, mais de manger qualité. Focus Santé. Et c'est sur cette note de Focus Santé que s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter avec à la mise en onde d'Absé Traoré. La réalisation est assurée par Lassina Keita, à la coordination éditoriale
Bourama Traoré. Grand merci à toute l'équipe de Tamsir Djabati qui assure donc la mise en ligne donc, de ce journal. Oui, un journal que vous pourrez retrouver sur toutes nos plateformes digitales et retrouver dans quelques instants Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.